Rodriguez et Jean Bertrand sur scène, s'il va bien nous rejoindre. Et le temps qu'ils descendent majestueusement les escaliers, je vais les présenter. Donc Marianne est chargée de mission études socio-économiques de la filière Viti du bassin Languedoc-Roussillon. Elle travaille à la fois pour Interroc, l'Interpro des vins du Pays d'Oc, et pour la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et Jean, de son côté, est responsable du service eau à la Chambre départementale du 66. Et tous les deux, vous allez nous expliquer comment vous mobilisez un outil, encore un, les diagnostics agraires, pour alimenter la construction de scénarios, avec l'exemple du coup des PO. On commence avec Jean. Okay. Jean, tu vas peut-être nous rappeler le contexte des Pyrénées-Orientales et du schéma directeur dans lequel tu inscris ce travail. Ok. Les Pyrénées-Orientales, alors qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre l'image de Monsieur Lacroix de la main. Ça ressemble à une main, les Pyrénées-Orientales. En haut de cette main, on a un haut plateau qui correspond à la Cerdagne, aux sources du Sègre, qui est un des principaux affluents de l'Èbre, qui est un des principaux fleuves espagnols. On a les sources de l'Aude aussi, dans le Cap-Cyr. Et ensuite, on a 4 fleuves côtiers. Il faudrait mieux la prendre comme ça, la main. 4 fleuves côtiers qui se rejoignent dans la plaine du Roussillon, qui se rejoignent et puis qui ont 1001 interactions au profit des rivières, des canaux, d'ouvrages tels que la retenue de Villeneuve-de-la-Raho. Donc c'est le point de rencontre, cette paume qu'est la plaine du Roussillon. En termes, on va dire, de compétences, un schéma qui est loin d'être exhaustif, mais qui montre un petit peu quand même la richesse, on va dire, des acteurs. On a donc 7 structures qui exercent la compétence GEMAPI. On a 3 commissions locales de l'eau, donc 7 démarches PGRE qui vont se muter en PTGE. On ajoute à ça des structures départementales telles que la Chambre d'agriculture, un conseil départemental très investi sur la gestion de l'eau, la DDTM, et évidemment, j'en passe, donc beaucoup d'acteurs. Pour nous, on est en train de mener un schéma de prospective qu'on appelle le schéma directeur des eaux brutes agricoles, le SDEBA. Et le SDEBA, il a un objectif principal qui est d'alimenter, d'amener notre brique au PTGE et de contribuer à l'évolution des PGRE en PTGE. Pour nous, le T est très très important. De notre point de vue agricole, c'est ce qui manquait au PGRE, c'est la vision territoire, la prise en compte dans la méthode de l'inclusion des enjeux de chacun et donc du territoire et donc de l'agriculture. C'est à ça qu'on veut contribuer, au-delà de le demander à corps et à cri, on veut y contribuer de manière opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que le schéma des eaux brutes? Le schéma, prenez le temps de le lire, moi je vais essayer de faire vraiment vite. Notre travail, c'est un travail de fond qui mobilise beaucoup de rendez-vous individuels avec des agriculteurs, 450 en tout, en grande partie menés par la Chambre d'agriculture, mais aussi menés par des tiers, de manière à avoir d'autres regards. Ce tiers, c'est le JPLIA, c'est important de le nommer. On fait beaucoup d'ateliers de concertation, 32 sur tout le territoire départemental. On a à peu près une composition de 60% d'agriculteurs et de 40% de partenaires, acteurs, partenaires de la gestion de l'eau du territoire à ces ateliers. On travaille sur tous les leviers possibles et imaginables d'actions qu'on a pour pour s'adapter au changement climatique et se sortir de la sécheresse. Les leviers agricoles, agronomiques, en mobilisant évidemment les compétences des collègues des chambres d'agriculture régionales et évidemment départementales, en faisant appel à des experts nationaux, en s'organisant au sein de 7 demi-journées qu'on a appelées les rendez-vous de l'agriculture autour de thèmes comme la matière organique, l'hydrologie régénérative, la création d'une filière olive, j'en passe. On est accompagné de 2 bureaux d'études hydrauliques pour également creuser, imaginer, tester des solutions de maillage des réseaux, de stockage de l'eau, de réutilisation des eaux usées, évidemment d'économie d'eau, d'optimisation de la gestion de nos canaux. Ensuite, on a un certain nombre de livrables dont vous pourrez prendre connaissance. On a des financeurs, le ministère de l'Agriculture qui a joué un rôle de levier décisif, l'Agence de l'eau, la région, le département, et puis la Chambre d'agriculture qui autofinance. Et parmi cette panoplie d'outils, des diagnostics agraires réalisés sur chacun des territoires? 8 diagnostics agraires
dont 2 qui étaient déjà préexistants et 6 qui ont été réalisés par des stagiaires de l'agro de Montpellier. Merci à la Spérézade de l'agro de Montpellier qui forme très bien ces stagiaires, ces étudiants, puisqu'on a des diagnostics agraires d'une très grande qualité et qui font partie de ce travail de fond qu'on fait auprès des agriculteurs et sur lequel on reviendra avec Marianne. Ben justement, Marianne, c'est le moment de prendre la parole. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic agraire déjà? Et après, on va réfléchir à pourquoi c'est intéressant de les imaginer dans le cadre des PTGE. Eh ben, un diagnostic agraire, c'est tout simplement une méthode pour comprendre un territoire. Donc, c'est une méthode scientifique qui a été développée par l'UFR d'agriculture comparée d'AgroParisTech, mais qui est aussi développée à Supagro et qui se base donc en 3 grandes étapes. Une première étape qui est la caractérisation du milieu, comprendre l'environnement dans lequel on se situe. Une deuxième étape d'étude de l'histoire agricole, comprendre comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et une troisième grande étape, la modélisation technico-économique des systèmes actuels. Et donc c'est intéressant parce que c'est une analyse qui est globale et systémique et qui est aussi à plusieurs échelles d'analyse. Donc on s'intéresse à l'échelle du territoire. Donc toujours on définit un territoire qui est cohérent vis-à-vis de la mise en valeur agricole, des conditions pédoclimatiques et socio-économiques qui peuvent se recroiser avec le territoire du PTGE. Et sur ce territoire, on cherche à expliciter les différentes conditions dans lesquelles travaillent les agriculteurs et donc la diversité agricole qu'on peut retrouver sur ce territoire. Et c'est aussi une analyse qui se fait à l'échelle des exploitations agricoles à travers la réalisation d'enquêtes auprès d'agriculteurs. Et on cherche à comprendre et à modéliser la logique de fonctionnement technique et économique des exploitations aujourd'hui et aussi leurs évolutions dans le passé suite aux différents événements auxquels les exploitations ont pu être confrontées. Donc, je vais vous présenter un exemple d'un type diagnostic que j'ai réalisé donc, dans la vallée de l'Agly, donc à la fois pour la Chambre départementale des Pyrénées-Orientales et pour la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Donc la première grande étape, c'est la compréhension du milieu. On se demande à quel étage agroécologique, à quelles ressources ont accès les agriculteurs et aussi dans quelles conditions pédoclimatiques. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle du territoire. On cherche à comprendre la diversité des situations auxquelles les agriculteurs ils vont avoir accès, la diversité de qualité des sols, diversité dans l'accès à l'eau pour l'irrigation, la diversité des microclimats qui peuvent exister. Donc typiquement, dans la vallée de l'Agly, on va avoir plusieurs types de mini-zones agroécologiques. Donc par exemple, on va avoir les coteaux qui ont des sols très peu profonds, qui sont pentus, qui sont difficilement irrigables, qui autrefois pouvaient être cultivés, mais qui aujourd'hui s'enfrichent énormément et sont surtout en garrigue. Ensuite, on va avoir les hautes terrasses qui ne sont pas irriguées, mais qui vont avoir des sols un petit peu plus profonds que les coteaux, qui vont avoir des parcelles qui peuvent être plus larges et plus planes, où du coup, on va pouvoir retrouver de la vigne. Et encore après, on va avoir les zones plus alluvionnaires sur les terrasses récentes de l'Agly, où on peut avoir de l'irrigation, les sols sont très profonds et assez fertiles, donc on va y retrouver de la vigne qui produit à haut rendement ou de l'arboriculture. Donc voilà, ça nous permet de comprendre un petit peu quelles sont les diversités de conditions pédoclimatiques. Et on s'intéresse aussi à la situation des risques par rapport à l'eau, qui sont différents d'une zone à l'autre. Donc par exemple, en fait, sur la vallée de l'Agly, on a la présence d'un barrage écréteur de crue à Caramani qui peut servir de soutien à l'étiage sous réserve qu'il soit rempli. Et donc, il permet donc, en été d'approvisionner un petit peu en eau, mais il faut savoir aussi qu'en plein milieu de la vallée de l'Agly, entre Estagel et Casse-de-Pène, on a des très grosses pertes karstiques. Et donc, c'est-à-dire qu'en été, il peut y avoir 1 mètre cube par seconde qui part dans la roche et qui n'est plus dans le cours de l'eau, ce qui fait que le cours d'eau peut être à sec en aval. Et donc, selon la profondeur des pompages qui sont à l'aval, ils peuvent avoir accès ou non à l'eau en période sèche. Donc, des sécurités d'accès à l'eau très différentes. Deuxième étape, l'étude de l'histoire. Exactement. Donc là, on s'intéresse aux trajectoires d'évolution des exploitations et comment elles se sont adaptées à chaque grand événement qui a marqué la zone et qui, aujourd'hui, continue encore d'influencer tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait à l'échelle du territoire et à la fois des exploitations. Et donc, on cherche vraiment à comprendre les transformations et aussi le rôle de l'eau et de l'irrigation dans ces transformations.
Donc, ce qu'on peut signaler sur la vallée de la Glie, c'est qu'il y a une présence très ancienne des canaux qui étaient initialement utilisés plutôt pour du maraîchage local, mais aussi au niveau départemental, qui pouvait être exporté, et pour des jardins privés. Et à signaler dans l'histoire de ce territoire-là, la présence d'une production à haute valeur ajoutée, les vins doux naturels, qui, dans les années 50 jusqu'aux années 70, étaient très haute valeur ajoutée. C'était des vins qui se vendaient très cher, ce qui a permis donc le maintien de petites exploitations parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui était créé avec peu de surface viticole. Mais lorsque ce type de production est rentré en crise, les agriculteurs ont cherché à compenser d'une façon ou d'une autre ce manque à gagner. Donc, notamment, s'ils avaient accès à l'irrigation, ils se sont tournés vers des productions de type arboriculture qui ont, elles aussi, une très haute valeur ajoutée à l'hectare et qui, du coup, permettaient, sur une surface qui restait limitée, de continuer à vivre. Et donc, deuxième conséquence de cette crise, ça a été l'arrachage des coteaux qui étaient moins productifs. Donc, si ce qu'on produit peu, on ne le vend pas cher, c'est plus du tout rentable. Donc, les coteaux ont été massivement arrachés et les exploitations se sont plutôt agrandies sur les zones de plaine où c'est plus facile de travailler, ça a été mécanisable et donc a permis un petit peu plus de s'en sortir économiquement. Et troisième chose à signaler évidemment sur la vallée de la Glie, c'est depuis 2016 énormément d'années de sécheresse et d'aléas climatiques très forts qui mènent aujourd'hui, donc on a vu, il y a eu des morts de pieds d'arbres qui n'avaient pas pu être irrigués, ou même des morts de pieds de vigne, qui créent vraiment un sentiment de peur de l'impossibilité de produire chez tous les agriculteurs qui ne savent pas comment imaginer demain, et qui, du coup, dans tout ça, recherchent l'irrigation pour sécuriser vraiment leur production et essayer de pouvoir imaginer produire dans le futur. Ce qui s'est fait donc notamment par des économies d'eau sur certains réseaux pour pouvoir les étendre à plus de surface. Mais tout ça, ça a des coûts en équipement et du coup, toutes les exploitations ne peuvent pas se le permettre. Étape 3, la modélisation technico-économique. Exactement, pour comprendre qui sont ceux qui peuvent se le permettre, oui ou non. Donc, en fait, à la suite de l'histoire, on a dressé des grands types d'exploitation qu'on retrouve sur le territoire, donc suite à tous nos entretiens qu'on a faits. Et on essaie vraiment de représenter la diversité des situations qu'il y a sur le territoire. Et donc, pour chacun de ces grands types, on va le décrire et le modéliser à la fois techniquement, donc les itinéraires techniques, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes étapes, etc. Et ensuite, on va modéliser l'économie à partir de la technique. Donc, on va raccrocher tous les coûts des itinéraires techniques, le gasoil, etc., etc. Et donc, une des formes de résultats qu'on obtient à la suite de cette modélisation, ça peut être ce type de graphe qui nous présente donc le revenu agricole par actif familial en fonction de la surface par actif. Et donc là, chaque barre, c'est un système de production qu'on modélise, un grand type d'exploitation. Et donc, le revenu agricole par actif familial, on considère qu'on peut le comparer au SMIC, qui est pour nous le minimum vital de survie de quelqu'un qui travaille. Et donc voilà, là c'est une modélisation. Ce qui est important, c'est pas forcément les chiffres en eux-mêmes, mais plutôt la comparaison des systèmes entre eux, pour pouvoir comparer leur résilience, pour pouvoir lesquels s'en sortent le mieux ou non. Et c'est pas toujours ce qu'on peut penser au premier abord. Là, donc les chiffres sont plutôt basés sur 2022-2023. Et donc, ce qui est intéressant particulièrement sur ce type de modélisation, c'est de se dire qu'on peut changer les modalités vu qu'on modélise par le bas. Donc, on peut regarder la sensibilité des systèmes de production à, par exemple, une chute de rendement sur telle partie de l'exploitation ou alors une augmentation ou une baisse des prix sur telle ou telle production. Et donc, c'est un petit peu exploratoire de façon limitée, mais bon, ça permet de tester la résilience des exploitations à différents chocs qui peuvent exister. Merci Marianne. Et du coup, Jean, une question un peu bête, mais Marianne nous explique que le diagnostic agraire se tourne plutôt vers le passé et le présent. À quoi ça sert pour penser l'avenir ? Alors ça sert évidemment pour penser l'avenir parce qu'on part d'un point de départ déjà et puis d'un passé, donc certains avenirs sont possibles et d'autres ne le sont pas. Et pour le savoir, il faut
bien regarder, connaître le présent et bien aussi connaître le passé aussi pour apprendre des expériences qu'on a pu avoir et que parfois on peut oublier ou dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. Donc le diagnostic agraire, il est basé sur beaucoup d'entretiens. Ça, c'est la base. Et ça permet de recueillir tout un tas d'informations qui sont compilées finalement dans le diagnostic agraire, qui servent dans le travail de prospective et qui peuvent aussi servir dans l'avenir pour d'autres exercices ou pour faire évoluer la prospective quand dans 5 ans, on nous aura dit qu'elle est périmée, quoi, par exemple. Donc c'est vraiment un outil pour nous, transmission des connaissances, d'acculturation, de sensibilisation des partenaires. Tout le monde ne parle pas le langage agricole, ne connaît pas l'agriculture. Voilà, l'eau, c'est à la conjonction de tout un tas de besoins et puis d'acteurs. Donc ce travail nous permet de faire connaître et de partager le diagnostic, les enjeux de l'agriculture. Ces diagnostics agraires, ils sont publics. Une fois qu'ils sont validés, ils sont sur le site de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales, donc c'est accessible à tous. Ça nous sert aussi vraiment de créer un lien social. Encore une fois, comme c'est basé sur des rendez-vous avec des agriculteurs, ça permet de se connaître aussi avec les agriculteurs, de faire adhérer, en tout cas de créer un lien un petit peu organique entre ce travail de prospective et les agriculteurs, qui du coup en prennent connaissance au-delà du sigle Barbares Débat, finissent par s'y intéresser, demander des nouvelles. Et on voit qu'on parle d'eux et de leur histoire. Exactement. Donc c'est un bon levier de mobilisation. Donc ça permet vraiment d'ancrer, je dirais, le travail prospectif. On en a parlé avec Monsieur Dragon. Nous, on a 4 ateliers par petit territoire, ce qui fait 8 en tout parce qu'il y a 8 territoires, 32 en tout parce qu'il y a 8 territoires. Et on essaye de fidéliser les gens. C'est-à-dire que les gens du premier atelier viennent aux 2, viennent aux 3, viennent aux 4 pour qu'on construise vraiment par étapes. Ça permet de fidéliser parce qu'ils ils connaissent le stagiaire, ils connaissent Marianne, ils ont envie de le revoir, de parler, de discuter. Et puis ça permet aussi d'être exhaustif sur la diversité des profils agricoles. Nous, on peut avoir un défaut, un champ d'agriculture, on connaît des gens, donc si on veut gagner du temps, on appelle tout le temps les 5 mêmes. Et puis voilà, là, ça force à faire l'exercice d'aller voir tout le monde et de prendre en compte cette diversité. Ensuite, je le disais, mais je le redis rapidement, les expériences agricoles, elles sont multiples. Souvent, les bonnes idées qu'on a, d'autres les ont eues avant, voire les ont testées. Donc ça permet de le savoir et puis de capitaliser ces connaissances pour nous permettre de nous projeter. Puis ça replace encore une fois la question des hommes et des femmes qui font cette agriculture-là et de leur histoire et qui peuvent conditionner aussi le futur qu'ils souhaitent ou qu'ils peuvent opérer demain. Merci en tout cas pour ces témoignages et ces présentations. On a le temps de prendre 1 ou 2 questions de la salle. Là aussi, sur l'opérationnalité. Oui, Samy ? Oui, merci pour cette présentation très intéressante là, sur cette méthode d'analyse des systèmes agraires. J'avais vraiment 2 points d'éclairage. Le premier, c'est finalement, quels moyens ça engage, ce type de choses sur le terrain, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enquêtes, etc. Donc, est-ce de gros moyens? Est-ce que tous les PTGE peuvent se le permettre? Et puis, une deuxième question, est-ce que, justement, vous avez articulé cette approche à une échelle territoriale, j'ai l'impression, un peu large par rapport aux PTGE concrets qui sont en cours de discussion au sein de ce territoire? Et puis, je prolonge la question, peut-être aussi avec ces données socio-économiques, dans quelle mesure elles viendront nourrir des outils tels que ceux qu'on a pu présenter un peu avant ou qu'on présentera juste après, des outils de modélisation et de modèles de gestion intégrés de la ressource et des besoins. Alors déjà, la première question sur le coût. Ouais. Alors le coût, ça coûte cher parce que c'est du temps humain, c'est beaucoup de temps agent chambre, c'est quand même 2 bureaux d'études hydrauliques, ce sont les interventions des experts nationaux. Oui, là tu parles de la démarche globale. Ouais, mais sur la partie pure diagnostic agraire. Ah, diagnostic agraire. C'est des stagiaires, ça va, ça coûte pas cher. C'est des stagiaires, ça coûte pas cher, exactement. C'est des stagiaires, donc c'est pour ça que je remercie chaleureusement l'Agro, parce que c'est vous qui permettez de faire des économies qui sont essentielles, sinon on ne le ferait pas. On a fait un diagnostic agraire par petite région agricole. On a 8 petites régions agricoles. C'est une approche un peu luxe que vous avez faite aussi, peut-être. Oui, on a fait une approche luxe, c'est vrai, qui nous a été permise, encore une fois, par grâce aux stagiaires, grâce aux stagiaires.
Donc, pour chacune des petites régions, on a eu un stagiaire ou du temps chambre régionale d'agriculture, où on a capitalisé sur 2 diagnostics agraires qui avaient déjà été faits. Donc on a eu 5 stagiaires qui se sont succédés et qui ont fait un travail brillant. Comment ça colle, pour prolonger la question, comment ça colle au PTGE et est-ce que ces données-là, vous anticipez déjà un usage dans des modèles de gestion intégrée tels qu'on nous a présentés? Nous, le territoire, c'est le territoire du département. En te rapprochant du micro. Nous, le territoire, oui, c'est le territoire du département parce que vous avez vu qu'on a une multiplicité finalement de PTGE, de bassins versants, de démarches. C'est intéressant, évidemment, et important de raisonner à cette échelle des bassins versants, etc. C'est aussi important de raisonner à l'échelle du département parce qu'encore une fois, si on reprend la main, à la fin, beaucoup de choses se rejoignent, il y a beaucoup d'interactions dans la paume. Et c'est peut-être là qu'on est faible aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la vision... pas assez en tout cas, la vision départementale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on travaille par petites régions, mais in fine, même pendant le travail du schéma des eaux brutes, on recolle tout ça, on prend bien en compte les interactions et on fournit un schéma départemental pour avoir cette vision d'un peu plus loin, on va dire. Et Marianne, dernier bout de la question, comment on peut utiliser des résultats de PTGE dans les outils et modèles qu'on a pu présenter jusqu'alors? C'est une très bonne question. Qu'on peut orienter vers ceux qu'on présenté tout à l'heure, si jamais. Notamment, oui, parce qu'en fait, ça se fait beaucoup par des échanges de façon de voir comment faire concorder tous ces éléments-là qui sont... Donc, des fois, nous, c'est un petit peu difficile de généraliser les résultats d'un diagnostic agraire parce que c'est sur un seul territoire qui a du coup toutes ces caractéristiques propres et du coup, c'est toujours difficile de faire des généralités à partir d'une spécificité. Mais du coup, nous, notamment, à la Chambre régionale d'agriculture, moi, j'ai réalisé ce diagnostic agraire-là parce qu'on fait une grande étude sur la viticulture sur le bassin viticole Languedoc-Roussillon, où on travaille, donc on fait 5 diagnostics agraires sur les 4 départements, pour essayer d'aller voir un petit peu différents vignobles, pour essayer d'avoir un peu plus de diversité aussi au sein des territoires et d'essayer d'en tirer des grandes conclusions sur l'agriculture, la viticulture d'aujourd'hui sur les bassins, et ensuite aussi voir comment on peut alimenter les autres réflexions qui sont en cours et différents outils, tout ça. Dont les PTGE. Merci beaucoup à tous les deux, on peut vous applaudir très chaleureusement.